Alors justement, vous soulevez une question qui est très intéressante à mon sens, c'est celle de l'impact que peut avoir le viol sur les gens. Non seulement sur les victimes, on imagine l'impact terrible que ça doit avoir sur un adulte évidemment, mais également sur un enfant. Alors quel est l'impact sur ces gens? Quel est l'impact sur leurs proches? Et est-ce qu'il y a des mécanismes d'aide qui existent? Et est-ce qu'ils sont mis en place? Ce que je peux dire, je continue, mais peut-être aussi qu'on aura une couleur plus médicale avec Monsieur François. Je me souviens plus de votre nom, mais Monsieur François. Voilà, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant. Alors, je suis thérapeute, hein, bien sûr. Je me fais juste écho des 3 médecins fondateurs de cette association parce que je les côtoie au quotidien et que je connais dans les grandes lignes. Je ne suis pas médecin. Mais en revanche, ce qu'il faut vraiment souligner, c'est que quand la personne subit une violence, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit physique, psychologique, morale ou sexuelle, les dégâts sont d'autant plus importants. Ça vraiment, comme je le disais tout à l'heure, ça fait vraiment des dégâts au niveau corporel. Et quand, en tant que thérapeute, quand on reçoit des personnes qui sont atteintes de ce type d'agression et d'actes de violence, c'est vraiment à tous les niveaux que la personne est touchée. C'est-à-dire, c'est au niveau psychologique, psychique, physique. Moi qui suis thérapeute psychocorporelle, ce sont des personnes que l'on ne peut pas toucher, qui ne sentent absolument rien, qui ont aussi, d'un point de vue psychologique, une mésestime d'elles-mêmes, un manque de confiance, et au niveau sociétal, sur le plan et l'impact que ça va avoir dans sa propre vie, ça va être des personnes qui vont avoir énormément de mal à construire leur vie, à retrouver peut-être du travail, enfin tout ce qui peut être touché dans la vie d'un être humain, quel qu'il soit, au niveau des études, si les jeunes, alors, les enfants, ça va être d'autant plus terrible. Je soulignerai que nous sommes l'association, la première association française. Je reste à votre disposition pour vous transmettre cette étude. C'est la première association qui a fait une étude épidémiologique sur l'impact des violences sexuelles sur les individus. Et les conclusions de cette étude montrent bien que plus la personne est touchée dans un jeune âge, donc au niveau de l'enfance, plus les amnésies post-traumatiques seront importantes. Et l'impact aussi des déclarations de pathologies, on constate des pathologies multiples et variées, parce que le corps parle là où il a été touché. Voilà. Et alors oui, il y a aussi un autre phénomène, c'est que cette violence, en fait, engendre des mécanismes neuro-endocriniens qui viennent vraiment troubler le développement de la personne. Si François veut compléter. Alors moi, je voudrais rajouter, nous on dit toujours qu'il n'y a pas qu'une seule victime. Nous, à l'association de victimes, on propose systématiquement à une personne qui vient nous voir, qui est victime dans ce cas-là de violences sexuelles, de l'accompagnement aussi pour l'entourage. C'est-à-dire, ça peut être les enfants, parce qu'on voit que la mère, elle ne va pas bien. Du coup, on peut prendre en charge aussi les enfants. On peut aussi prendre en charge la famille. Quand quelqu'un a appris que sa soeur, sa fille, etc., a été victime d'un acte tel, elle aussi, elle ne peut pas aller bien. Du coup, nous, systématiquement, on va proposer aussi aux personnes proches un accompagnement psychologique. Et on sait, comme vient de le dire ma collègue, il y a tout un impact social dans la société, dans le travail, dans la vie personnelle. C'est vraiment quelque chose qui atteint à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule victime. On trouve aussi, en parlant de l'autre côté, des auteurs de violences sexuelles qui ont été aussi eux-mêmes victimes. Ce n'est pas systématique non plus, mais ça existe aussi. L'association AID
créé un partenariat avec d'autres associations, dont les CRIAD, je croyais qu'il y avait quelqu'un de CRIAD ici, qui prend en charge les auteurs de violences sexuelles. Nous avons travaillé en collaboration avec eux pour faire aussi une réflexion et des actions pour la prévention aussi. Bon, alors je vais vous expliquer un peu comment je vois les atteintes des victimes. Premièrement, je pense qu'il faut vraiment avoir la notion de la chronologie. Parce que quand on est au stade tout juste après l'agression, donc on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. En tout cas, au tout début, gardez comme message qu'il y a des agressions à caractère sexuel, des viols qui sont faits avec violence, mais c'est de loin pas les plus fréquents. On voit des viols avec violence, des empoignades, des griffures, des choses comme ça, mais, alors si vous devenez magistrat, inspecteur de police, etc., c'est pas parce qu'il n'y a pas de violence physique que la victime était consentante à l'acte. Il faut bien garder ça à l'esprit. Il est très important de faire un examen externe complet, physique, pour mettre en évidence même de très simples traces, de très simples stigmates de violence, de très minimes traces de sécrétion liées à un auteur. Tout ça, c'est très important à voir initialement. Après, vous avez les atteintes purement à l'appareil génital qui sont à voir. Bon. Mais une femme en âge d'avoir des relations sexuelles, qui a une relation sexuelle imposée, il n'y aura pas non plus forcément de lésion. Il faut que le médecin qui va constater ça, gynécologue ou autre, soit capable de dire il n'y a pas de lésion, mais mon examen ne permet ni de confirmer ni d'infirmer les dires de la personne. L'absence de lésion n'a aucun impact, à mes yeux, sur l'existence ou non de la relation imposée. Ça, déjà, sachons-le bien. Deuxième point, c'est une relation sexuelle, c'est une prise de risque infectieuse, notamment virale, mais ce n'est pas le même genre de virus. Virale, VIH, hépatite, syphilis, etc. Donc, un besoin immédiat de prise en charge, sans parler du risque de grossesse. Il y a des possibilités de le faire vite. Moi, je milite auprès de mes collègues médecins pour que, au moins, on préserve ces risques physiques que sont la maladie infectieuse, que sont le risque de grossesse. Ça progresse pas assez vite à nos yeux. On voit encore des choses, des gens qui on ne sait pas s'ils ont le traitement, la contraception du lendemain, qui quittent certains établissements, et ça c'est quand même embêtant. Après, quand on voit les personnes beaucoup plus tard, alors c'est tous les signes que mes deux collègues de droite relèvent dans leurs consultations, c'est des gens qui ne vont pas bien psychologiquement. Mais n'oublions pas que l'atteinte psychique va avoir des conséquences somatiques. Une prise de poids, des troubles de comportement alimentaire, des troubles du sommeil, une augmentation de la tension, des reflux gastro-œsophagiens. Et de l'impact psychologique, on en revient à ma discipline médicale, à soigner, etc. Donc ça, c'est les médecins traitants qui sont en première ligne pour soigner ces éléments, mais à chaque moment de la procédure, je pense qu'il faut que les victimes, et ça, les associations savent bien, que les médecins délivrent des certificats en disant « cette symptomatologie peut être en lien avec un mal-être ». Et parce que c'est quand même, la victime, c'est quand même un tout. Hein. Donc, prenons cette victime dans sa globalité et après, évidemment, quand on arrivera peut-être au stade du procès, la partie adverse dira ce signe de reflux gastro-œsophagien, j'y crois pas, machin. Bon.
tout ça, ça se discute. Mais on le sait qu'il y a une logique, nous on dit physiopathologique, c'est-à-dire que la physiologie qui est traumatisée va entraîner de la pathologie. Donc ça, on le sait. Alors on ne pourra peut-être pas l'affirmer, et puis les gens reprennent leur vie. Une personne qui a un ulcère gastrique, elle a peut-être une relation sexuelle imposée, mais elle consomme peut-être beaucoup de café, du tabac, d'autres facteurs. Donc le lien n'est pas forcément direct, mais il doit être évoqué. Donc, vous voyez un peu tous les impacts, et à différents moments, sans parler des états dépressifs rédactionnels que mes collègues psychiatres prennent en compte. Mais autant l'état dépressif, ça c'est admis par tout le monde, autant les petits signes qui sont des signes indirects d'état dépressif, le sommeil, l'appétit, les troubles alimentaires, un passage dans une addiction quelle qu'elle soit, ça peut être des conséquences secondaires d'une agression à caractère sexuel. Voilà, pour faire simple. Alors, je vais rebondir, mais simplement parce que j'ai un excellent ouvrage sur une enquête, justement très fouillée sur les conséquences des infractions sexuelles sur la santé des victimes. Donc, les plus cités sont une perte d'estime de soi, des troubles pour 83% des victimes, des troubles anxieux pour 82% d'entre elles, des troubles de sommeil pour 72%, l'impression d'être différente des autres pour 71% d'entre elles, stress, irritabilité pour 66% d'entre elles. Et on peut résumer ça par un simple mot, c'est une détresse psychique intense. Et dans ma pratique, alors je ne sais pas si c'est parce que je suis particulièrement ouverte et que mes interlocuteurs, parce que c'est interlocuteurs féminins et masculins, se sentent assez en confiance pour le dire, mais je suis atterrée, c'est frappée, on va rester dans l'objectivité, par le nombre de personnes qui, au bout d'un moment, vous savez que moi j'étais plus jeune, on disait parler avec quelqu'un qui vous demande une cigarette, et au bout de 5 minutes, il vous demande Dieu. Eh bien, parler avec une femme, ou même avec un homme, de manière très douce, très libre, et en parlant de sa vie, parce que bon, je fais pas mal de droit de la famille, donc des divorces. Le divorce, c'est une très grande souffrance. Eh bien, les gens, les femmes, je suis très étonnée, me parlent d'agressions sexuelles qu'elles ont connues dans leur enfance, dont elles n'ont pas forcément pu parler, parce que je crois que cette douleur psychique, elle vient essentiellement, mais ça on aura l'occasion peut-être de l'évoquer un peu plus tard dans le débat, de ce problème de parole. Parce que très souvent, on ne peut pas dire ce qu'on a vécu. Et puis quand on a le courage de le dire, quand on a le courage de porter plainte, eh bien, on reviendra aussi là-dessus, mais on n'est pas cru. Et puis même si on est cru, la procédure fait que l'auteur n'est pas reconnu, identifié comme un auteur. Et si l'auteur n'est pas identifié comme un auteur, on n'est pas identifié comme une victime. Mais je crois que c'est surtout ce problème de parole, et même se le dire à soi-même. C'est très difficile de se dire à soi-même, ce n'est pas moi qui suis responsable de ce qui m'est arrivé, je suis, moi, victime de faits qui sont inadmissibles. Je peux rebondir sur ce que vient de dire Véronique. Ce qui est important à comprendre, me semble-t-il, c'est de prendre en compte le fait qu'une personne qui a subi une violence sexuelle, une violence quelle qu'elle soit, même psychologique, comme je le disais tout à l'heure, psychologique, morale, physique ou sexuelle, il faut savoir qu'elle se retrouvera dans un état de sidération. Donc plus la personne est jeune, plus elle va être figée, mais figée dans son corps, vraiment, réellement. Donc ce que Véronique vient de dire au niveau de la parole, ça va mettre des mois, quelquefois des années et quelquefois des décennies. Moi j'ai eu dans mon cabinet des personnes qui avaient plus de 50 ans et qui se souvenaient à peine
d'une violence qu'elles avaient subie à l'adolescence. Donc, si vous voulez, le manque de prise de parole, c'est pour tout un tas de raisons sociétales ou familiales qu'on peut comprendre, parce qu'on ne trouve pas une personne de confiance pour pouvoir avoir suffisamment de bienveillance autour de soi, justement pour pouvoir en parler, mais c'est aussi parce qu'il y a un état intérieur physiologique qui empêche la personne de vraiment se libérer de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui est rentré dans son corps, je reprends mon exemple tout à l'heure, c'est vraiment un virus, et on se balade avec ça pendant des décennies. On a au sein de la SVS une femme qui nous a écrit une lettre, elle avait 70 ans, elle venait de percuter avec un événement, donc elle a eu une amnésie post-traumatique, donc près de, on va dire, j'ai fait le calcul, mais à peu près 40 ans ou 50 ans, et elle venait d'avoir souvenir de ce qui s'était passé dans son enfance. Donc c'est là où les professionnels, quels qu'ils soient, et au sein de SVS, on le défend de façon assez virulente, je dirais, qu'on forme, mais on informe toutes les catégories socio-professionnelles. Tous les corps de métier sont concernés. Et plus les avocats, les policiers, les médecins, les thérapeutes, mais aussi l'éducation nationale, les profs, les enseignants seront en capacité d'identifier ce qui se passe, c'est-à-dire ce que François disait, un mal-être, je me sens pas bien, je dors mal, etc. Il faut pointer du doigt. On a aujourd'hui identifié chez SVS des pathologies assez importantes. C'est pas parce qu'on a cette pathologie qu'on a forcément eu une violence au cours de sa vie, mais on considère, et ça a été prouvé, qu'il y a une surestimation de ces pathologies. Donc des maladies auto-immunes, des cancers du sein, des cancers de la prostate. J'ai mon petit papier parce que les fréquences de maladies auto-immunes, donc des endométrioses, des dysthyroïdies, des maladies de Crohn, du psoriasis, des cancers gynécologiques, urologiques, des ORL, etc. Donc ça ne veut pas dire, comme je le répète encore, je ne veux pas vous effrayer, mais qu'à chaque fois qu'on a cette pathologie, on a forcément une violence sexuelle. On peut juste se poser la question, est-ce qu'au cours de ma vie, moi en tant que thérapeute, je pose la question, et au sein de SVS, c'est donc une association qui a été fondée par 3 médecins, et on bataille pour que les médecins posent la question à leurs patients. Ça ferait déjà une avancée assez conséquente de poser la question, au cours de votre vie, avez-vous subi une violence, qu'elle soit physique, psychologique, morale ou sexuelle? Point, c'est tout.